Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Dès l'enfance, vous avez découvert un parc qui demeure plus que jamais un terrain de jeu où se mêlent le très ancien et l'ultramoderne, un puits qui au départ était un pari totalement fou. Bonjour Nicolas de Villiers. Bonjour. Alors vous êtes à la tête du Puy du Fou qu'on va évoquer aujourd'hui. On va évoquer en même temps votre parcours parce qu'il y a une nouvelle saison du Puy du Fou et c'est, je dirais, un succès fou. Et le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers ce parcours et à travers ce Puy du Fou. Alors, il y a des dates clés, c'est le principe. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 16 juin 1978. Vous n'êtes pas né, mais je crois que c'est la date du premier spectacle du Puy du Fou, qui est un spectacle qui est conçu pour retracer l'histoire de la Vendée du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et le 16 juin 1978, c'est une date qui est pour nous extrêmement importante. C'est la date fondatrice. C'est le moment où le Puy du Fou naît à travers un premier spectacle que mon père a imaginé, qu'il a écrit, qu'il a mis en scène. Philippe de Villiers. Voilà. Et il est à ce moment-là étudiant. Et il réussit à embarquer derrière lui à peu près 600 personnes qui vont bénévolement, tout comme lui d'ailleurs, donner de leur temps pour que ce spectacle existe. Mais l'objectif, c'est de faire un spectacle qui n'est pas une copie des sons et lumières de l'époque, qui d'ailleurs sont déjà déclinants à la fin des années 70, mais de faire un spectacle d'un genre nouveau qui emprunte au cinéma une narration sur une scène vivante. Et c'est la force de ce spectacle qui s'appellera bientôt la ciné-scénie, l'espace en mouvement, et qui connaîtra un succès foudroyant dès sa première année, ce qui explique le succès ensuite du Puy du Fou. Voilà. Il se trouve que les sons et lumières dans les années 60-70 étaient montés et écrits par André Castelot, l'historien, et ça avait beaucoup de succès dans les châteaux, mais c'était une autre époque, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Vous savez, je crois que l'historien écrit l'histoire là où le poète, l'artiste raconte des histoires, et c'est tout à fait différent. D'une certaine façon, l'artiste, il chante le légendaire. C'est ça l'intuition du Puy du Fou. Tandis que l'historien enseigne dans une université, nous jouons sur des scènes de spectacle, ce que notre imaginaire retient de l'histoire, c'est la grande différence. Et je crois que le point de départ de Philippe de Villiers, c'est un poème et des recherches sur les ruines du château du Puy du Fou. Disons que son point de départ, c'est son enfance, c'est-à-dire l'idée que dans l'enfance heureuse qu'il a eue en Vendée, il y avait l'idée que la Vendée était une terre un peu à part, parce que c'est une terre qui a beaucoup souffert il y a plus de 200 ans, et dont personne ne connaissait l'histoire. Et plutôt que d'écrire une forme de réquisitoire pamphlétaire sur le sujet, il a préféré écrire un hymne, une sorte de requiem, mais sous la forme d'un spectacle, qui du coup, par une voix très pacifique, qui est celle du spectacle vivant, eh bien, raconte une histoire douloureuse, mais la transforme en lumière. Oui, mais il se trouve en plus que le château du Puy du Fou, il l'a fait renaître car il n'avait pas été construit jusqu'à la fin. Ouais, alors, d'une certaine façon, le château était construit, mais il a été détruit pendant la Révolution française, parce que la Vendée a fait l'objet d'un traitement tout à fait particulier, vous le savez, en 1793 et même jusqu'en 1796, et c'est comme ça que le château s'est effondré dans un incendie, et puis ensuite il est resté en ruine jusqu'à ce que le Puy du Fou arrive, mais nous avons gardé la ruine symbolique dans la majeure partie du château, parce que la ruine, elle est aussi une certaine allégorie de ce qu'est l'âme humaine. Vous savez, l'âme humaine, elle est à moitié construite, à moitié détruite par les soucis de la vie. Et finalement, le château est à cette image. Et puis, on a un peu oublié qu'il y a quelqu'un qui contribue à ce premier spectacle, un grand musicien. Le guitariste Alexandre Lagoya, qui était dans l'aventure au départ. Alors absolument, mais celui qui a été vraiment le tournant musical, pour vous répondre, c'est Georges Delerue. Exactement. Parce que Georges Delerue va composer la première musique originale du spectacle. Et en fait, le Puy du Fou, c'est pendant 10 ans seulement un seul spectacle. C'est lui qui a fait la réputation du Puy du Fou, cette ciné-scénie, portée par une association que nous sommes toujours. À l'époque, 600 bénévoles, nous sommes 4500 aujourd'hui. Et cette ciné-scénie, eh bien, elle va finir par donner naissance au parc en 1988. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, personne n'y croyait. Je crois que vous espériez 40 000 visiteurs la première année. Il y en a eu le double. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui explique que le Puy du Fou a pu finalement grandir et se développer, parce que l'objectif des responsables de l'époque autour de mon père qui créait le projet, c'était vraiment de jouer une première saison et puis de voir ce qui allait se passer, mais sans imaginer qu'il y aurait une deuxième saison. Et finalement, il y a eu une deuxième, puis une troisième, et puis près de 50 ans plus tard, nous sommes toujours là. Ouais, et Philippe de Villiers m'a raconté un jour qu'on l'avait pris pour un fou au départ. Bien sûr, vous savez, comme tout créateur, mais le propre d'une idée qui rencontre son époque, on peut appeler ça une idée géniale, au sens où c'est une idée qui rencontre son temps.
c'est qu'elle est folle, mais qu'elle réussit. C'est la différence entre l'idée folle et l'idée géniale, sans doute. Oui, en même temps, quand le spectacle a été créé, il n'y avait pas de parc d'attractions en France comme aujourd'hui. Exactement, en fait, l'idée des parcs va arriver bien plus tard, à la fin des années 80, avec l'arrivée de Disney sur le sol français. Et c'est le moment où nous disons au Puy du Fou, peut-être qu'on peut imaginer un parc à la française, mais on va tâtonner dans les années 90. On n'a pas encore trouvé notre modèle artistique, puisqu'on va créer des villages reconstitués de différentes époques qui n'attireront pas encore les foules. Donc le Puy du Fou de nuit est un succès dès le début, qui grandit progressivement dans les années 80, tandis qu'arrive dans les années 90 l'idée du parc qui n'est pas encore un succès. C'est ça qui est amusant finalement dans la success story du Puy du Fou à la fin. Alors il se trouve que vous avez débuté au Puy du Fou tout à fait enfant, je crois dans les bras de votre mère. Absolument. Absolument, comme beaucoup de jeunes Puy-Folais. Puy-Folais, ça veut dire bénévole, membre de l'association du Puy du Fou. Puy-Folais, c'est un néologisme, mais qui désigne toute personne qui fait partie de l'aventure bénévolement. Et effectivement, comme la plupart des Puy-Folais, j'ai démarré tout petit, à l'âge de 2 ans à peu près, dans les bras de ma maman, sur la scène de la Cinécénie, sans avoir véritablement, osons le dire, la conscience de ce qui m'arrivait. Mais ça s'appelle tomber dans la marmite quand on est tout petit, quoi. Je crois, oui. Vous êtes né, je crois, Nicolas de Villiers, à La Roche-sur-Yon. Oui. Qui est une particularité, en fait, c'est la seule ville en Europe qui a changé 8 fois de nom en moins de 70 ans. Oui, c'est vrai. La Roche-sur-Yon est une ville qui incarne véritablement les sursauts de l'histoire, les tournants de l'histoire, les rebonds. Puisqu'elle a, comme vous l'avez dit, changé tellement de noms, mais tellement de fois de noms, mais elle est de Napoléon, je crois. Au temps de Napoléon, qui en fera la capitale de la Vendée. Et Napoléon est pour nous une sorte de bienfaiteur en Vendée, parce que c'est lui qui va ramener la paix après la Révolution française et la fameuse terreur qui aura conduit au massacre de plus de 200 000 personnes en Vendée. Alors au départ, Nicolas de Villiers, votre but, c'est pas de diriger le Puy du Fou, c'est de faire des études de droit et d'aller vers cet univers. Oui, disons que, vous savez, à l'époque, je ne m'imagine effectivement pas du tout à la tête du Puy du Fou quand je suis étudiant. Je suis simplement passionné par le spectacle et pour tout vous dire, j'ai été même cavalier voltigeur dans un de nos spectacles qui était l'un des tout premiers spectacles. Et c'était une sorte de loisir qu'on pratiquait les uns les autres avec une bande de copains du même âge. Et finalement, je n'imaginais pas que la passion puisse devenir un métier. Surtout qu'au début, vous avez vécu la création du Puy du Fou en accompagnant votre père dans les réunions et en le voyant écrire les spectacles. Absolument. Ça a été il y a eu des moments clés. Je pense notamment à une date clé. Pour moi, c'est 1997. C'est le moment où nous allons créer le premier spectacle qui sera la signature même de nos spectacles dans le parc. Qui est un spectacle à l'origine des Vikings, le spectacle actuel. Et en fait, je vois mon père qui, dans une salle de réunion, déchire véritablement un plan de village qui était un 3e village reconstitué et qui dit mais les villages reconstitués, ça n'attire pas, ça n'est pas ça que veulent voir les gens. Ils veulent du grand spectacle et c'est ce langage-là qu'il faut qu'on apprivoise dans la journée. Et donc, il refait faire le plan intégralement, mais en l'espace de quelques jours, en imaginant un spectacle qui va mettre en scène l'arrivée des Vikings sur les côtes françaises de l'époque et qui en fait s'inspire d'une légende locale, mais qui est plus qu'une légende puisqu'il y a vraiment une histoire avec Noirmoutier qui est, vous savez, une presqu'île vendéenne bien connue et qui va être envahie par les Vikings. Donc s'inspirant de cette histoire-là, il imagine le premier spectacle signature du Puy du Fou avec finalement une narration très cinématographique, des effets spéciaux et avec une unité de temps, de lieu, d'espace qui permet de raconter une histoire en 30 minutes à un public très familial et ça sera un vrai succès. Oui, parce qu'au départ, Nicolas, vous devez être, je crois, faire un stage dans un cabinet de conseil et vous allez faire un stage sur les Vikings. Vous savez, quelques jours avant mon stage en cabinet de conseil dans le cadre de mes études en école de commerce, je croise celui qui venait de prendre la direction générale du Puy du Fou à l'époque, du petit parc du Puy du Fou, on était petits, et qui me dit voilà, il y a un poste de responsable de spectacle vacant, est-ce que tu veux pas venir prendre ce poste dans le cadre de ton stage? Je lui dis mais moi mon stage est déjà un stage et puis je réfléchis, je pense quelques heures et je le rappelle aussitôt. Je lui dis non mais en fait c'est évidemment oui je viens. Et donc j'ai lâché mon stage de consultant sans expérience qui n'aurait pas du tout été un très bon consultant d'ailleurs et pour finalement rejoindre cette épopée et rejoindre la réalité d'un premier spectacle. Et ça m'a beaucoup appris finalement à comprendre comment fonctionnait un spectacle et quel était ce langage. Oui, parce que des spectacles pour un jeune assistant metteur en scène où il y a 2000 personnes sur scène, c'est pas si fréquent, Nicolas de Villiers. Non, effectivement, c'est-à-dire que ma chance, ça a été d'être assistant de mise en scène, d'abord de la Cinécénie, qui est un spectacle qui met maintenant en scène 2500 personnes, mais qui déjà à l'époque, c'était 1500 à peu près acteurs en scène.
Donc en effet, vous apprenez vite quand vous avez 1500 personnes à placer. Alors au début, comme assistant, c'est pas moi qui le faisais, mais simplement, ça m'a beaucoup appris. Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite être responsable de spectacle et puis prendre la direction artistique des spectacles progressivement. Voilà. Je crois que vous avez été voir aussi les autres parcs d'attractions en Floride, non? Mais bien sûr, vous savez, je le fais toujours et toute mon équipe le fait. Nous allons voir tout ce qui se fait dans le monde. C'est très important de comprendre ce qui se fait ailleurs parce que c'est très inspirant de voir ce qui a été créé ailleurs. Et puis parfois, on comprend des tendances, on voit ce que les gens aiment ou ce que les gens n'aiment plus. Et ça permet d'avoir toujours un coup d'avance. Mais le plus extraordinaire, c'est Disneyland. Je ne sais pas si vous le savez, Walt Disney adorait les trains. Il avait fait construire un vrai train dans son jardin. Ses invités qui venaient dîner faisaient un tour dans le jardin avec lui dans la locomotive. Et à la fin, il a dit ce train, il est trop petit. Et si je faisais un parc d'attractions pour développer mon train? C'est comme ça que c'est né. Absolument, mais vous savez que nous sommes en train de faire la même chose que moi quand j'étais petit. J'avais un voisin qui s'appelait Franck et qui avait un train électrique. Et quand je regardais ce train électrique tous les soirs, il me disait pourquoi tu demandes pas le même cadeau à tes parents? Je lui dis parce que je veux un vrai train. Et nous sommes en train de construire un vrai train. Donc vous voyez cette histoire qui a presque 40 ans. Eh bien, elle va voir maintenant la réalisation d'un rêve. Donc je crois que le plus important dans la vie, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Ah bah quand on arrive à sa vie, il faut vivre son rêve. Exactement. Et avec vous, c'était justement jamais le train-train. On va évoquer une autre date importante de votre parcours, le 19 octobre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas de Villiers, le patron du Puy du Fou. On évoquera tout à l'heure la nouvelle saison du Puy du Fou qui a débuté voici quelques jours. Mais on évoque votre parcours et je crois qu'il y a une date importante dans votre parcours. Le 19 octobre 2012, vous devenez Monsieur le Président. Alors, disons que c'est pour moi la date la plus importante de 2012. C'est en fait le premier Oscar. Je vais vous surprendre, mais c'est finalement pas une date personnelle. Oui. Je préfère toujours parler du Puy du Fou que de parler de moi parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est surtout qu'en 2012, ça va être un tournant pour nous. Vous savez, moi j'ai pris la présidence de la Maison Mère, qui est l'association, dès 2004. Et ça a été un long parcours qu'on a fait avec mon directeur général de l'époque, qui s'appelle Laurent Albert, qui est un garçon extraordinaire. Et on a construit les hôtels, on a lancé énormément d'initiatives à partir de notre premier métier qui était celui du spectacle, et c'est comme ça qu'on est arrivé à attirer l'attention des Américains qui sont un peu, je dirais, les rois du spectacle vivant, et qui à Las Vegas avaient fait la démonstration qu'ils étaient capables de très grandes choses, et ils nous ont remis à Hollywood l'Oscar du meilleur parc du monde en 2012. Voilà, et il y en a une autre date importante aussi, l'Oscar, on en parlera tout à l'heure, mais j'en reviens justement à ce Puy du Fou parce qu'au départ, les premières années n'étaient pas simples. Avant même les grands spectacles, il y avait les spectacles du jour et déjà, fallait les monter, c'était pas évident. Oui, absolument. C'est-à-dire que nos spectacles étaient encore à l'état un peu artisanal au début des années 2000, mais pour autant, l'intuition était là, elle était bonne. Donc je pense que le rôle de ma génération, ça a été de simplement organiser les choses avec méthode pour qu'on puisse accélérer le rythme créatif et non plus créer un spectacle tous les 3 ans mais tous les ans de grande ampleur et avec à chaque fois un pas de côté qui nous permettait de proposer une vraie nouveauté. Ça a été ça le vrai enjeu des années 2000 et puis le lancement aussi de l'hôtellerie qui a été très important. Il se trouve aussi que les personnalités étaient rares au début. Je crois que Yves Montand qui avait fait une émission de télévision, la première de Philippe de Villiers parlant du Puy du Fou, est l'un des premiers à être venu. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup de personnalités qui sont venues, souvent un peu en catimini. Oui. Il y en a encore beaucoup qui viennent, encore plus maintenant d'ailleurs. Mais en effet, Yves Montand a été un des tout premiers à repérer le Puy du Fou comme une initiative très originale, c'est-à-dire une association dans laquelle tout le monde est 100% bénévole, et c'est toujours le cas 50 ans après. Et cette association a créé une société qui est une SAS et qui salarie maintenant des milliers de personnes. Donc c'est un succès économique extraordinaire qui du coup fait vivre beaucoup de familles. Et je me dis qu'Yves Montand aurait aussi pu aller à Disneyland parce que je ne sais pas si vous le savez, lorsqu'il a débuté sous le nom d'Yves Olivier sur un terrain de pétanque à Marseille, son numéro c'était de faire une imitation de Donald Duck. Ah bah écoutez, il aurait pu à ce moment-là peut-être réussir dans d'autres parcs américains. Exactement. Alors il se trouve aussi que ce qui a été important, c'est le premier village reconstitué en 1989, Nicolas de Villiers. Bah oui, c'est-à-dire que c'est le lancement du parc avec un village qui avait servi, pour tout vous raconter, de décor de cinéma. Un film qui a lui été un bide absolu, mais la bonne nouvelle c'est que nous, le Puy du Fou, on a gardé le village et on a pu ainsi lancer d'abord un premier parc, mais qui était tout petit, et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, ça n'était pas encore la bonne intuition, mais on était sur le chemin. Et ce film, ça s'appelait Van Galern. Tu parles d'un voyage?
La Vendée. Des soldats partout. Et nous, encore. C'est un film de Bernard Fabre, je crois, qui évoquait les guerres de Vendée. Alors je suis désolé pour son réalisateur, mais ça a été un film qui a été un des plus grands fours de l'histoire du cinéma. Oui. Mais nous, on n'était pas à l'origine du film, on produisait pas le film. Oui. Mais il y avait une espèce d'échange entre la production à l'époque et nous. On vous construit un village, a dit la production de cinéma. Et puis en échange, les acteurs, on va les prendre chez vous, les costumes, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a gardé les acteurs, on a gardé les costumes, on a gardé le village. Voilà. Et finalement, le Puy du Fou est devenu un succès, même si le film, lui, n'a pas eu beaucoup de succès. Et je crois que la galerne, c'est un vent du nord-ouest, humide, qui souffle en rafale sur l'ouest de la France. Oui, absolument. On connaît assez peu ce nom. Oui, c'est vrai, c'est un vent que plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui, en fait, symbolisait l'idée de la guerre de Vendée, de ce vent qui soufflait, non seulement dans les collines vendéennes, mais aussi dans les consciences. Et l'un de vos premiers métiers, Nicolas de Villiers, ça a été d'apprendre les secrets de la restauration. Alors, en fait, nous avons voulu que le voyage dans le temps que nous proposons au Puy du Fou soit total. Et pour ça, il fallait imaginer, en effet, que nos restaurants soient thématisés non seulement dans leur décoration et également dans l'assiette, que le spectacle soit partout, non seulement sur les scènes, mais aussi dans l'assiette. Et que nos équipes soient costumées, de sorte à ce que lorsque vous venez dans un restaurant du XVIIIe siècle, vous avez le sentiment d'être vraiment au XVIIIe siècle parce que les serveurs, les serveuses sont costumés. Et ça change énormément, évidemment, la nature même du voyage poétique que nous proposons à nos visiteurs. Le spectacle ne s'arrête véritablement jamais. Vous entrez dans un film et vous n'en sortez jamais, mais ce film est réel, il est vivant sous vos yeux. Et moi, je me souviens des erreurs de Disneyland lorsqu'ils ont commencé, erreurs qu'on n'avait pas faites, Nicolas de Villiers. En fait, c'est des Américains qui sont venus, qui ont cru que les Français mangeaient des hamburgers comme les Américains, et il y avait des parts énormes, et il y avait c'était des déchets partout dans le parc. Ça, c'était des erreurs à ne pas commettre et que vous n'avez pas commises. D'abord, je ne suis pas devant vous pour commenter les erreurs éventuelles de parcours des uns et des autres. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons voulu faire le parc de la France, du légendaire français. Et donc, en France, on s'arrête pour déjeuner, on se met autour d'une table et on partage le repas. Ça fait partie de la culture française. Donc, en effet, la nourriture est une chose. La gastronomie en France est même un art depuis Louis XIV et même avant lui. Et donc, c'est un art qu'on doit respecter. Et pour cela, nous avons des équipes de restauration extraordinaires aujourd'hui qui nous permettent de proposer une variété incroyable de gastronomie. Et puis il y a un autre événement aussi qui s'est produit au Puy du Fou en 1993. Il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Marcel Amont qui chante le maillot jaune, car le Tour de France, ça a été un exploit aussi à démarrer en 93 pour la première fois au Puy du Fou. Oui, ça fait partie. Là, vous allez vraiment chercher dans les profondeurs de l'histoire parce que c'est vieux. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, oui. Mais en effet, le Tour de France en 93, on est très reconnaissant au Tour de France parce que le Tour de France a permis de mettre un coup de projecteur à l'époque sur le Puy du Fou, c'est vrai. Alors aujourd'hui, tout a changé et on pourrait maintenant organiser nos propres événements, etc. Mais on est ravis à chaque fois qu'on a le Tour de France. On l'a eu plusieurs fois au Puy du Fou. Et il y a une vraie histoire d'amitié entre le Tour de France et le Puy du Fou, avec Jean-Marie Leblanc à l'époque, en 93, aujourd'hui Christian Prudhomme, qui est un homme extraordinaire, et qui se donne comme on cherche à le faire au Puy du Fou avec une passion incroyable pour les Français. Donc le Tour de France, c'est une histoire magnifique qui, comme on dirait au Puy du Fou, est très Puy du Fou compatible. Oui, mais c'était un événement parce qu'une ville qui accueille le Puy du Fou, qui accueille le Tour de France, c'est extraordinaire. Se retrouver au Puy du Fou, je crois que Indurain a gagné cette année-là, oui. Et qu'il y avait un jeune débutant qui a gagné une étape à Verdun et qui était Lance Armstrong. Oui, absolument. C'est vrai. Et donc le Tour de France, en tout cas, j'espère que ça lui a toujours porté chance de démarrer au Puy du Fou. En tout cas, le Puy du Fou a aussi créé d'autres choses. Notamment, il y a une chose qui a été marquante parce qu'on le faisait peu en France et on le fait beaucoup depuis, ce sont les spectacles de fauconnerie. Oui, alors c'est ça aussi un art médiéval extraordinaire qui permet de voyager par une poésie fantastique. C'est que le ciel devient la scène du spectacle et les acteurs, ce sont les oiseaux. Mais ce ne sont pas des oiseaux communs, ce sont des oiseaux de très grande envergure. Nous avons des vautours, des aigles, des faucons, etc., qui sont autant d'oiseaux, à peu près 250 oiseaux par spectacle volent sous vos yeux. Vous vous rendez compte? Donc c'est gigantesque. Et notre objectif avec nos maîtres fauconniers, eh bien, c'est de noircir le ciel avec le vol des oiseaux au point de ne plus voir le soleil. Vous imaginez, donc le travail reste encore devant nous, mais c'est un spectacle que nos visiteurs adorent et qui s'appelle aujourd'hui
aujourd'hui le bal des oiseaux fantômes. Oui, et c'est extraordinaire parce qu'au départ, il y avait, je crois, il y a 80 000 membres aujourd'hui parmi les fauconniers en France, qu'au départ, la fauconnerie, ça vient d'Asie centrale, par exemple, ou des hauts plateaux d'Eurasie centrale, il y a très longtemps, et ça a évolué depuis. Mais là aussi, on trouve aujourd'hui beaucoup de fauconniers dans d'autres parcs d'attractions. Alors, vous avez ouvert la voie. Finalement, je ne sais pas si nous avons ouvert la voie, mais vous savez, lorsque on est imité, eh bien, c'est le début de la gloire. Alors, il faut se réjouir d'être parfois imité ou copié. C'est un très bon signe. C'est signe, en effet, qu'on ouvre un sillon. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas inventé l'art de la fauconnerie au Puy du Fou. Nous avons simplement, nous en avons retrouvé l'esprit et nous l'avons amené dans une histoire, une narration qui permet, en effet, de voyager avec des personnages qui font réapparaître tous ces oiseaux. Et le premier voyageur à l'avoir évoqué, c'était Marco Polo, qui a évoqué la fauconnerie dans ses écrits. Alors c'est tout à fait possible, mais simplement on sait qu'il y a de la fauconnerie avant Marco Polo, malgré tout dans l'histoire de France. Et dans l'histoire du monde. Et puis il y a aussi le Vendée Globe que vous avez évoqué, Vendée Globe qui a été sauvé, il me l'avait raconté dans les Clés d'une vie, par Philippe de Villiers, votre père. Oui, alors le Vendée Globe, c'est une autre histoire. Moi, je peux vous parler du Puy du Fou, mais exactement, en effet... Celui du Puy du Fou, parce qu'il y a eu une évocation du Vendée Globe au Puy du Fou une fois. Alors, on n'a jamais véritablement créé de lien direct avec le Vendée Globe, mais pourquoi pas un jour. Ce qui est certain, c'est que la mer est un univers très proche du Puy du Fou, parce que nous sommes en Vendée, un territoire maritime, et nous avons un spectacle qui s'appelle Le Mystère de la Pérouse et qui permet de voyager sur les traces de ce grand navigateur la Pérouse, dont on a oublié le nom, mais qui est une histoire extraordinaire. Et c'est un spectacle qui est très apprécié de nos visiteurs parce qu'on embarque véritablement dans un vaisseau du XVIIIe siècle. Et comme on a, je crois, réussi à trouver une manière de le mettre en scène très originale, nos visiteurs adorent. Un spectacle sur la mer qui mérite des vagues d'applaudissements, comme cette autre date, le 16 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Nicolas de Villiers. On a évoqué votre arrivée au Puy du Fou, la naissance du Puy du Fou. Et si je parle du 16 mars 2024, c'est forcément une date que vous n'avez pas oubliée. C'est vrai, parce que c'est la date à laquelle nous allons à Hollywood recevoir l'Oscar du meilleur spectacle du monde pour notre toute dernière création, qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. Et c'est un spectacle qui, évidemment, nous tenait beaucoup à cœur et pour moi était très symbolique de l'ouverture encore plus large du spectre d'émotions que nous proposons au Puy du Fou, parce que c'est un spectacle qui est encore d'un genre nouveau par rapport à tous les spectacles très épiques que nous avons créés auparavant. C'est un spectacle très poétique qui emprunte à la belle époque, donc ce tout début du XXe siècle, eh bien un voyage au temps du premier cinéma muet, cinéma en noir et blanc, dans lequel on va retrouver les grandes thématiques de la belle époque, l'aviation, la mode, bien sûr le cirque, le monde du cirque notamment. Et tout ça, eh bien, se passe dans un tournage de cinéma. Et en fait, c'est une façon dans ce spectacle de rappeler de manière là encore très poétique que la France a inventé l'aviation, la France a inventé le cinéma, la France a inventé la mode. Et qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il ne faut pas laisser ça à d'autres cultures qui parfois voudraient revendiquer certaines nouvelles technologies, alors que ce sont les Français qui ont inventé tout ça. Et le musical et les revues, quand on voit les revues de Broadway en 1930, c'est la copie d'une revue de Mistinguett, et Ziegfeld a créé les premières revues à New York en s'inspirant des Folies Bergères. Oui, c'est très juste, mais vous savez, la France a inspiré le monde entier, et il faut en être très fier. Il ne faut pas en tirer de vanité mal placée, et surtout pas une vanité nostalgique, mais plutôt une vraie fierté ancrée dans l'histoire de France. Alors, il se trouve que se retrouver à Hollywood pour recevoir un Oscar, c'est un moment d'émotion, Nicolas de Villiers. Oui, vous savez, quand on est dans le même théâtre que celui qui décerne les Oscars du cinéma, et qu'on passe après les plus grandes stars mondiales, qui sont en général les stars américaines, dans ce lieu, c'est un moment d'exception, parce que c'est un moment dans lequel on comprend que même si le regard que nous portons sur nous-mêmes ne doit pas changer, eh bien le monde a changé de regard sur ce que nous créons, et donc ça nous conforte, vous voyez, ça nous encourage dans nos créations. Nous sentons que peut-être le rêve d'enfant, qui était celui que moi je portais quand j'étais enfant et même adolescent, et que je suis allé pour la première fois de ma vie aux États-Unis très jeune, et que j'ai vu ces grands spectacles en me disant, mais est-ce qu'un jour, nous, le Puy du Fou, nous serions capables de faire des spectacles de ce niveau-là? Et voilà que en 2024, on nous dit non seulement vous êtes capable, mais vous êtes devenu une référence. On se pince dans ces cas-là en croyant qu'on rêve, non? Oui, c'est ça, c'est un rêve qui vraiment se réalise, et on a toujours du mal à retenir le moment, mais en même temps, voilà, la vie fait que, eh bien, il faut se projeter tout de suite dès le lendemain vers la future création et ne pas s'arrêter sur ses lauriers.
Il se trouve que la première cérémonie des Oscars, c'était le 16 mai 1929. C'était un dîner, simplement, avec 270 invités qui avaient chacun payé $5 pour décerner un prix à un film muet. C'est extraordinaire, mais on l'a oublié aujourd'hui, ça. Extraordinaire, puisque vous faites le lien avec beaucoup de pertinence entre l'Oscar que nous recevons pour Le Mime et l'Étoile, qui rend hommage au cinéma muet, et en effet cette première cérémonie des Oscars. Quelle belle histoire. Comment est née cette idée du Mime et l'Étoile? Parce que faire un spectacle de sur le cinéma muet avec des effets spéciaux, c'est pas si courant. Non, c'est pas si courant, mais c'est une époque, la belle époque, moi, qui m'a toujours touché, parce qu'elle est une époque d'insouciance incroyable, et comme je le disais, d'une créativité phénoménale en France. On ne sait pas que la Première Guerre mondiale va arriver et va faucher la France et ses élites dans leur élan, mais elle est une période d'un foisonnement fantastique qui finalement est une sorte d'apogée du raffinement français, où même l'ouvrier qui travaille en usine porte la cravate, et finalement c'est évidemment symbolique, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une période d'une poésie formidable, pour laquelle on éprouve d'ailleurs tous une sorte de nostalgie, alors même qu'on ne l'a pas connue, et donc cette période qui croise, comme je le disais, le cinéma, l'aviation, la mode, le monde du cirque, le cirque qui va mourir progressivement dans les décennies qui suivent parce que le cinéma va le remplacer. Tout ça est extrêmement touchant, et je crois que c'était un théâtre formidable pour raconter l'intimité d'une histoire amoureuse, et c'est ça le principe du Mime et l'Étoile. Et cet Oscar, c'était en fait un prix de plus, car je crois que ce spectacle avait déjà été récompensé à 2 reprises. Oui, nous avons reçu aussi un prix, l'équivalent du Golden Globe pour le spectacle à Las Vegas. Nous avons reçu aussi d'autres prix en Europe. Donc le spectacle a été beaucoup de fois, je crois 8 ou 9 fois primé et récompensé dans différents jurys. Et à chaque fois, vous proposez des aménagements vidéo tout à fait novateurs, Nicolas de Villiers. Vous savez, la vidéo, ça n'est qu'un accessoire, qu'un ingrédient. L'objectif pour nous, c'est vraiment que la technique se serve, la mise en scène, que la technique se mette au service de l'histoire qu'on veut raconter. Donc, la vidéo fait partie des éléments, mais ça n'est qu'un ingrédient parmi d'autres. Voyez. Oui, mais en même temps, il y a les comédiens, effectivement. Alors, je crois c'est vraiment le spectacle vivant, pardonnez-moi de vous couper, mais oui, c'est le spectacle vivant, la clé. Vous savez, nous parlons à des êtres humains, et donc ce sont des histoires humaines pour des humains. C'est ça le principe même du Puy du Fou. Nous ne croyons pas au spectacle qui soit un tout technologique. Vous voyez, nous croyons seulement à la présence réelle de l'être humain sur scène qui raconte son histoire, et c'est ça qui touche véritablement et qui crée l'émotion. Des êtres humains qui au départ sont des bénévoles, qui progressent et qui deviennent des acteurs professionnels grâce à vous. Oui, parce qu'en fait, nous avons, avec l'association qui existe toujours et qui est toujours la maison mère du Puy du Fou, nous avons créé donc une société qui emploie aujourd'hui, grâce à son activité et à ses filiales, 4000 personnes. Il y a aujourd'hui 4000 talents salariés. Parce qu'on ne dit pas salarié au Puy du Fou, on dit talent. Ça veut dire qu'on considère la personne pour ce qu'elle apporte à l'entreprise plutôt que pour son rapport pécuniaire à l'entreprise. Et c'est très important pour nous de parler de talent. Et nos talents, ils sont 4000 dans 230 métiers aujourd'hui. Oui, et en même temps, ces comédiens qui seraient peut-être au chômage à Paris, ils ont une chance extraordinaire de jouer dans plusieurs spectacles. C'est un privilège. Je ne sais pas si c'est un privilège. En tout cas, je crois que notre idée, et moi ça je l'aide vraiment dans le cœur, c'est de donner une chance en effet à des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, ou qui ne savent pas d'ailleurs qu'ils en ont le don ou le talent, et qui peuvent découvrir, épanouir un véritable don dans l'exercice de l'art du spectacle, qui a encore une fois plusieurs formes au Puy du Fou. Vous les faites travailler justement, et j'ai assisté à j'ai vu des images où vous faites la mise en scène. C'est une précision diabolique, Nicolas de Villiers. Diabolique, je sais pas, divine, je préférerais. Oui. Mais disons que les choses doivent être extrêmement précises, parce que nous répétons nos spectacles 800 fois, 1000 fois par saison. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on crée un spectacle pour une dizaine d'années par exemple, il va être joué 10 000 fois. Et donc il faut être extrêmement précis, parce que c'est comme une horlogerie suisse. Chaque geste compte, chaque geste doit être fait en sécurité pour l'acteur, et surtout pour que l'émotion vienne, il faut cette précision. Oui, en même temps, votre métier de metteur en scène, Nicolas de Villiers, vous l'avez vraiment appris sur le terrain, instinctivement. Oui, absolument, absolument. Mais je ne crois pas, j'en ai parlé souvent avec des metteurs en scène, des très grands metteurs en scène que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, et qui me disaient, mais il n'y a pas d'école finalement. La seule école, c'est la scène. Il faut pratiquer ce métier pour l'apprendre, car il n'y a pas d'université qui apprend la mise en scène. Oui, ce sont des heures et des semaines de travail à chaque fois. Oui, c'est-à-dire que vous savez, le plus dur, c'est pas tant une fois qu'on est sur scène et qu'on est avec les acteurs, c'est un véritable bonheur, parce que c'est l'aboutissement d'une création qui a pris en général des années de maturation. Et le
plus dur, ce sont les nuits blanches qu'on passe pour réfléchir au bon déroulement de l'histoire qu'on veut raconter et qu'on veut mettre en scène. Et c'est là que la souffrance se trouve réellement. Oui. Voilà. Ensuite, c'est un accouchement, vous voyez. L'accouchement avec des comédiens. Et je crois qu'il y a un certain Bruno Retailleau qui a démarré chez vous. Absolument, absolument. Bruno Retailleau, il a vraiment eu un parcours chez nous de plusieurs années et voilà, c'est un garçon qui a démontré tout son talent et son charisme sur scène. Absolument, non, absolument. Il a été le metteur en scène délégué de la Cinécénie pendant un certain nombre d'années avec beaucoup de passion et beaucoup de talent. Et il y a un autre spectacle aussi qui a marqué le Puy du Fou, c'est Les Amoureux de Verdun. Oui, absolument. Les Amoureux de Verdun, ça fait partie de la galerie des spectacles, mais c'est un spectacle qu'on a hésité à créer parce que il a fallu attendre en fait 2015 pour le créer, dans le sens où on attendait le centenaire. On attendait que la Première Guerre mondiale devienne un objet froid, dans laquelle on puisse voyager en quelque sorte. De manière poétique là encore, et en même temps de manière très réaliste, parce qu'on a voulu faire avec Les Amoureux de Verdun une tranchée qui nous raconte ce qu'était la tranchée, et on a voulu la faire non pas comme au cinéma, mais encore plus vrai qu'au cinéma, puisque vous êtes dans cette tranchée, vous croisez des poilus qui sont là en chair et en os, et vous vivez ce que pouvait être l'atmosphère des tranchées. Mais comme toujours au Puy du Fou, dans chaque spectacle, tout se termine par une espérance, et c'est ça la clé. Et donc nous terminons le spectacle par la trêve de Noël, qui fait que les Français et les Allemands s'arrêtent de tirer pendant quelques heures le soir de Noël. Il y a aussi les Noces de Feu. Les Noces de Feu, c'est un spectacle nocturne qui conclut la journée de nos visiteurs ou le séjour. C'est un spectacle très, là aussi, onirique pour le coup, qui se déroule avec simplement un poème introductif, puis tout en musique, de sorte que c'est un voyage vraiment du regard. La musique, c'est une musique classique avec des thèmes très connus que nous avons complètement réorchestrés. Et là, il faut venir voir les Noces de Feu, parce que les Noces de Feu, c'est, je crois, une fantasmagorie qui touche vraiment de manière universelle nos visiteurs. Et tout ça se déroule, Nicolas Devielle, dans un parc qui a grandi au fil des années. C'est-à-dire que la scène a grandi, le lieu a grandi. C'était pas prévu au départ. Tout à fait. C'est-à-dire que le Puy du Fou nous a donné, comme un héritage de la nature, une forêt centenaire. En fait, que nous avons acquise au fil du succès, puisque rien n'était à nous. Le Puy du Fou a commencé l'association sans 1 mètre carré de propriété. Donc il a fallu acquérir les choses progressivement et créer, tout en respectant cette forêt centenaire, en respectant ces vieux chênes, tout un parc qui vient se lover en fait dans cette nature préexistante et qui qui magnifie cette nature-là. Elle est très importante, la nature au Puy du Fou. Et les artisans aussi que vous évoquez, parce que ces artisans du passé qu'on oublie un peu quelquefois en France, ils sont présents au Puy du Fou. Oui, nous sommes en quelque sorte mécènes de ces artisans, parce que les artisans s'installent dans les différentes échoppes que nous leur mettons à disposition, et ils vendent leurs propres créations dont ils tirent des ressources pour eux-mêmes. Et c'est une chose très importante, parce que ça permet à des métiers, vous l'avez dit, qui ont disparu mais qui sont des grands savoir-faire français, eh bien de continuer à vivre et puis d'être présentés au public de manière vivante, parce que les artisans ont un grand mérite au Puy du Fou. Ils travaillent devant les visiteurs, ils peuvent même leur expliquer leur art, et ça c'est une joie formidable que de pouvoir aider ces métiers à continuer à vivre. Et vous parlez du talmelier, qui est simplement le boulanger du Moyen-Âge. Par exemple, le talmelier, très beau métier, mais qui fabrique son pain devant nos visiteurs. Et alors c'est merveilleux, parce qu'on voit tous les enfants qui n'ont jamais vu ça et qui découvrent en effet le four à pain comme il était à l'époque. Voilà. Et celui qui a réglementé le pain à l'époque au Moyen-Âge, ça n'existait pas, c'est le roi d'Agobert. Je ne sais pas si vous le savez. Alors en effet, oui, le roi d'Agobert a joué un grand rôle. Il n'a pas fait que mettre sa culotte à l'envers, comme dit la chanson. Et puis, il y a quelqu'un un jour qui est venu au Puy du Fou et qui en a tiré une chanson. Gardé par un fou, gardé par le temps. Le Puy du Fou, Didier Barbelivien, là aussi, il a eu un choc. Il en a fait un disque et ça a compté dans l'histoire du Puy du Fou. C'est vrai, Didier Barbelivien c'est au début des années 90, était venu au Puy du Fou et a écrit un album à l'époque qui a été un grand succès. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le top 50, oui. Et on a été numéro 1 du top 50 pendant des semaines et des semaines. Enfin, avec son duo avec Anaïs. Oui, absolument. Donc c'est un succès extraordinaire à l'époque, c'est très, très amusant, oui. Et alors, il se trouve qu'il y a un collector de ce disque avec un texte qui est offert avec, car Robert Hossein avait écrit et lu un texte sur les amoureux de Vendée. Je ne sais pas si vous le savez.
Ah oui, alors dans cet album, Oui. oui absolument, mais il lisait aussi des textes de Victor Hugo. Exactement. Et donc tout ça, c'est une belle histoire ancienne, mais enfin n'empêche que Didier Barbelivien est resté très fidèle et vient de temps en temps au Puy du Fou. Il a bien raison, et ce Puy du Fou, justement, il a réouvert ses portes le 5 avril 2025. On va en reparler dans quelques instants sur Sud Radio avec Nicolas de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas de Villiers. On a évoqué l'histoire du Puy du Fou depuis ses débuts, depuis l'idée de Philippe de Villiers, votre père. Et puis le 5 avril 2025, début de la nouvelle saison, avec un nouveau spectacle, L'épée de roi Arthur, dont voici la bande-annonce. Le monde n'est plus tel qu'il était. Morgane l'a envoûté. L'épée du roi Arthur, encore une création, et là encore, c'est une plongée dans une légende. Oui, absolument. Vous savez, nous croyons beaucoup au légendaire. Le légendaire, c'est sans doute cet imaginaire qui s'est déposé dans l'esprit de tous les Français quand on parle d'histoire. Et donc, ça n'est pas l'histoire en tant que telle au sens scientifique, mais c'est plutôt ce qu'on en retient. Ce sont les images qui flottent dans votre esprit, ce qu'on appelait autrefois les images d'Épinal. Et au Puy du Fou, on aime beaucoup convoquer ces images d'Épinal parce qu'elles parlent à tous. Et vous savez, nous faisons un art populaire et nous sommes très fiers de cela. Ce n'est pas un art réservé à des happy few. Et ça, c'est la grande force du grand spectacle à la manière du Puy du Fou. L'épée du roi Arthur, ce nouveau spectacle, il puise dans un légendaire que tout le monde connaît, cette fameuse épée dans le rocher que le héros arthurien doit tirer du rocher pour libérer, bien sûr, une situation bloquée. Et voilà un peu ce qui a inspiré ce nouveau spectacle, La légende du roi Arthur. Oui, le roi Arthur qui s'appelait Arthur Pendragon d'ailleurs, et je pense qu'on dit aujourd'hui que cette légende est telle qu'il n'aurait jamais existé, ce roi. En fait, on ignore d'où vient véritablement cette légende, mais elle a probablement quelques origines réelles, comme souvent les légendes. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la lecture qu'il faut en faire et surtout le fait que cette légende a été écrite par Chrétien de Troyes dès le XIIe siècle, à cheval sur le XIIIe siècle. Donc c'est une légende qui a presque 1000 ans et qui continue de courir dans les consciences aujourd'hui. C'est quand même une des plus vieilles légendes avec la chanson de Roland également. Vous voyez, qui sont des légendes qui ont fondé en quelque sorte ce que nous sommes. Et il se trouve qu'à partir de cette légende, vous avez écrit une véritable histoire avec la recherche d'un enfant qui s'appelle Tristan. Oui, Tristan, c'est un personnage qui appartient à la grande lignée des Puy du Fou et qui est à l'origine même de cette lignée et dont nous avons voulu retrouver la trace et dont nous avons découvert qu'il aurait pu probablement faire partie des chevaliers de la table ronde. Comme beaucoup de chevaliers de la table ronde, il a été oublié. Mais en fait, nous en retraçons l'histoire dans le spectacle pour comprendre comment il a rejoint cette fameuse table ronde. Et un spectacle qui dure 28 minutes, je crois, et le matériel est tel, je crois qu'il y a 40 tonnes de matériel. Non, disons que les 40 tonnes dont vous avez peut-être lu quelques bribes sur dans les médias, c'est un décor qui est en mouvement d'un seul tenant. Je n'en dis pas plus pour que vos auditeurs puissent découvrir le spectacle. Il y a beaucoup de surprises dans ce spectacle et c'est vrai que là encore, nous utilisons beaucoup de technologies qu'on emprunte au monde aéronautique, industriel et qu'on détourne, qu'on habille pour que dans le décor se passent des surprises qui vont bien sûr servir l'histoire qu'on raconte. Mais là aussi, ça demande une recherche, quelque chose de précis et des technologies qu'on n'a jamais utilisées. Oui, c'est-à-dire que nous sommes très férus de technologies qu'on détourne et qui ne sont pas du tout destinées au spectacle, mais qu'on amène dans le spectacle parce qu'elles permettent de servir, là encore, une intention artistique précise, une narration, un récit. Et ça, c'est la grande force du Puy du Fou, c'est allier le vivant, c'est-à-dire la présence des acteurs, avec des technologies et des machineries de très grande ampleur, ce qui donne des spectacles qui font vibrer aussi bien les enfants, les parents que les grands-parents. Toutes les générations vibrent au Puy du Fou. Et puis, dans ce spectacle, il y a bien sûr Excalibur, l'épée. Et là, elle joue un rôle très important, Nicolas de Villiers. Oui, absolument, parce que l'épée du roi Arthur, c'est non seulement le titre du spectacle, mais elle est dans l'histoire la clé qui va permettre de libérer véritablement la table ronde en vérité. Donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai qu'elle est une clé extrêmement importante. Et puis elle est aussi pour nous l'objet d'une quête qui va commencer bientôt, la quête d'Excalibur, qui est une chasse au trésor que nous avons lancée dans toute la France, que nous allons lancer officiellement le 22 mai. Chacun peut s'inscrire en ligne, recevoir à partir du 22 mai un coffret avec des énigmes permettant une grande chasse au trésor sur plusieurs pays. Oui, parce qu'il va falloir retrouver l'épée.
Parce qu'il va falloir retrouver en effet un coffre qui se situe quelque part dans le royaume de France ou dans un royaume qui fut lié à la France par le lignage. Et ce coffre vous donnera accès à l'épée Excalibur, qui est une véritable épée forgée par les meilleurs artisans de notre pays, forgée aujourd'hui, et c'est une épée qui est estimée aujourd'hui à 250 000 € tout de même. Et pourquoi avoir créé ce concours? Eh bien, nous avons voulu, d'une certaine façon, prolonger le voyage que nous offrons à nos visiteurs dans les foyers, dans les maisons françaises. Beaucoup de nos visiteurs nous sont très fidèles, reviennent tous les ans, reviennent parfois plusieurs fois par an. Et ces visiteurs, eh bien, ils sont heureux de pouvoir retrouver, lorsque le Puy du Fou est fermé, un peu de Puy du Fou chez eux. Cette chasse au trésor, elle va vous permettre, depuis votre domicile, de continuer à voyager dans une histoire qui vous mènera peut-être à Excalibur. Alors Excalibur, au départ, c'est un film de John Boorman qui voulait tourner Le Seigneur des Anneaux. Il n'a pas eu l'autorisation, donc il a tourné Excalibur. Et l'épée du film a été forgée par l'entreprise Wilkinson, qui aujourd'hui fabrique des rasoirs. Ah bah écoutez, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors il y a aussi d'autres spectacles, et il y a notamment un autre spectacle que vous avez créé aussi voici quelques années, qui est La Frérie de la Toussaint. Alors la Frérie de la Toussaint, c'est un spectacle en fait tout récent parce que nous l'avons lancé l'année dernière et c'est un spectacle éphémère qui a pour, vous l'avez compris, pour période d'expression le temps de la Toussaint, avec les vacances de la Toussaint. Et c'est finalement un moment dans lequel le roi François Ier, en pleine Renaissance, vous voyez, on est au XVIe siècle, nous accueille pour un grand bal qu'il a souhaité organiser et qu'on appelait à l'époque une frérie. C'est-à-dire l'idée de faire frérie, ça veut dire partager de bonnes chairs ensemble et des bons moments. Et donc l'orchestre est là, en direct, il joue en direct sous un dais royal magnifique, au cœur de notre château Renaissance, la Frérie de la Toussaint, à partir du mois d'octobre prochain. C'est un grand moment, familial là aussi, très festif. On réapprend à faire la fête ensemble. C'est ça l'intuition de la Frérie. Et on oublie quelquefois que François Ier a écrit des chansons en son temps. C'est Guy Breton, un historien, qui les a retrouvées. Elles ont été interprétées par différents artistes dans les 70 à la télévision, dans une émission qui s'appelle Le Cabaret de l'Histoire. Et les chansons, il y avait une chanson qui s'appelait Où êtes-vous, gentes demoiselles, qui est un classique de 1518. Ah oui, c'est amusant. C'est extraordinaire. Ben voilà, nous prolongeons l'œuvre de François Ier avec notre orchestre en direct et avec les danseurs et avec finalement l'invitation de nos visiteurs à danser parce que nos visiteurs dansent dans la Frérie de la Toussaint. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que vous apprenez aux enfants au Puy du Fou ce qu'on n'apprend plus toujours à l'école, car l'histoire de France telle qu'elle devrait être. Alors, je ne sais pas si nous apprenons l'histoire de France telle qu'elle devrait être. Disons que nous apprenons peut-être aux enfants, mais comme aux parents, à toutes les générations, l'idée que l'histoire peut être un langage qui parle parfaitement à notre époque, qui est un langage du XXIe siècle, à condition de le traduire. Vous savez, il y a eu un temps pour les vitraux, puis il y a eu un temps pour l'imprimerie, pour le livre, il y a un temps pour le cinéma, il y a un temps pour le spectacle tel que nous l'avons créé. Je crois que le succès du Puy du Fou, qui est de plus en plus important chaque année, puisque c'est un succès qui grandit de manière assez foudroyante, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, mais c'est un succès qui est aussi, il faut le dire avec humilité, un fait de société, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de racines, un besoin de retrouver son histoire, mais d'une façon très digeste, très comestible. Et vous savez, tous nos spectacles, quand vous venez au Puy du Fou passer 2 jours, durent 20 à 30 minutes. Donc c'est des durées courtes qui permettent à des enfants de suivre les histoires sans que cela soit barbant. Et ça n'est jamais un cours d'histoire. C'est ça la force du Puy du Fou. Oui, et puis on apprend le passé, ce qui est important pour préparer l'avenir. Oui, alors disons qu'on apprend à aimer. Comme dans une histoire amoureuse, c'est-à-dire qu'on apprend à trouver dans l'histoire de France les gloires, les grandeurs, tout ce qui finalement est lumineux. C'est cela qui nous intéresse, c'est ce côté de l'histoire. Ce ne sont pas les salauds de l'histoire, si vous me passez l'expression, qui nous intéressent, qui sont eux enseignés dans les écoles et à juste titre. Mais c'est plutôt nous chanter les grandeurs de la France qui nous intéressent. Et elle le mérite. Et puis, vous parliez de passer 2 jours. Il y a des hôtels aujourd'hui, et notamment, il y a une nouveauté, c'est une rue gallo-romaine cette année. Oui, absolument. Cette villa gallo-romaine est un ensemble gallo-romain qui est maintenant de 200 chambres, grâce à cette année, à la création de cette rue qui vient se lover autour d'un forum romain. Cette rue est d'un réalisme saisissant que je vous invite à découvrir parce que nous avons vraiment fait en sorte que à l'intérieur, à l'extérieur, que tout le décor au millimètre carré, j'allais dire près,
soit eh bien tel qu'il était à l'époque des Gallo-Romains, dans ce 2e, 3e siècle d'une Gaule entièrement conquise, entièrement acquise même à la civilisation romaine et à son architecture. C'est un lieu merveilleux pour prolonger le voyage dans le temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsque Philippe de Villiers a créé le Puy du Fou, il n'imaginait pas qu'à partir de 2007, il y aurait des hôtels. C'est vrai que c'était inimaginable à l'époque, c'est bien sûr logique de ne pas l'avoir anticipé, mais en effet, quand vous êtes loin de tout, loin des grandes villes, loin des gares, eh bien vous êtes en quelque sorte alourdi par un handicap d'accessibilité, si l'on peut dire, et donc nous avons voulu faire de cette faiblesse une force en faisant en sorte que nos visiteurs viennent passer 2 jours. Donc on a d'abord augmenté le nombre de spectacles, puis créé des hôtels très vite dans les années 2000 et 2010 pour que nos visiteurs prolongent leur séjour au Puy du Fou. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3000 lits. Aujourd'hui, il y a, oui, exactement. Hein, nous sommes à 3000 lits, ce qui est évidemment considérable. Mais à chaque fois, chaque hôtel est un voyage différent. Donc, vous pouvez choisir votre siècle, en quelque sorte, pour dormir, comme on choisit ses spectacles. Et donc, le voyage dans le temps ne s'interrompt jamais. Alors, beaucoup s'interrogent sur le succès du Puy du Fou, Nicolas de Villiers. Et moi, je me demande si vous n'êtes pas arrivé au bon moment, où on avait besoin de ce genre de choses. Je crois que nous avons inventé un langage, en effet, artistique qui parle à notre temps. Je ne peux pas affirmer cela de manière subjective, mais je dirais que objectivement, le succès du Puy du Fou est certes probablement le fruit du travail de toute une équipe, mais c'est d'abord aussi le fait qu'il y a la rencontre d'une intuition et de son époque. Et ce langage-là parle, je le disais, à toutes les générations. Donc oui, en effet, nous avons la chance de surfer sur une soif, en fait, de notre temps, de cet homme postmoderne, comme on dit, qui est heureux de retrouver des racines d'une manière qui l'enchante, qui l'apaise, qui guérit. Vous voyez, je crois que le rôle de l'artiste, ça n'est jamais de provoquer, mais c'est de guérir, et c'est ce que nous essayons de faire à travers nos spectacles. Oui, et puis en même temps, il y a eu d'autres choses, puisque l'étranger a commencé à s'intéresser à vous, à commencer par l'Espagne, à Tolède. Absolument. Disons que nous avons reçu des demandes du monde entier et toujours aujourd'hui, et de plus en plus, je dirais, à l'heure où je vous parle, j'en reçois presque tous les jours d'un nouveau pays du monde qui demande à avoir son Puy du Fou enraciné dans sa propre culture. Et c'est ainsi que nous avons pris l'initiative, après quelques expériences internationales aux Pays-Bas, en Angleterre, eh bien de créer en Espagne un parc dont nous sommes aujourd'hui les propriétaires. Donc Puy du Fou España est véritablement une filiale directe du Puy du Fou. Je vous dis ça avec beaucoup de fierté, hein. Mais c'est vrai que nous avons la joie d'avoir démontré que ce modèle artistique était universel et qu'il pouvait en effet transcender les cultures, les langues pour s'installer dans une autre culture, ce qui est en l'occurrence l'histoire et la culture espagnole. Oui, l'histoire de Tolède qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît en France. C'est ça, lorsque vous allez à Puy du Fou España, donc à Tolède en Espagne, vous verrez des spectacles espagnols, des architectures, des histoires, des héros espagnols. Et donc vous n'aurez aucunement le sentiment que ce sont des Français qui ont en fait créé le parc. Et tout ça est parti d'histoires que créait Philippe de Villiers, passionné de cinéma, qui s'inspirait des films qu'il avait vus, des films hollywoodiens. Voilà, exactement. Et c'est ce que moi il m'a transmis, c'est-à-dire cette idée que il faut comprendre le cinéma de son époque. Aujourd'hui, ce sont les séries. Vous savez, nous sommes des enfants des séries. C'était pas le cas à la naissance du Puy du Fou, mais aujourd'hui, il faut beaucoup regarder ce qu'il se passe justement dans l'univers audiovisuel, qui est dans la poche de tout un chacun avec les téléphones. Et c'est comme ça que nous comprenons notre époque. Nous essayons de la capter pour créer des spectacles qui, à chaque fois, eh bien, touchent le cœur de nos visiteurs. Oui, votre époque est le passé justement pour raconter ce qui s'est passé avant nous. Oui, mais vous savez, l'histoire, elle est figée, elle ne bougera jamais. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver la façon de la mettre en scène d'une manière toujours plus originale, qui, là encore, correspond à ce que notre époque attend. Et l'avenir maintenant, Nicolas de Villiers? L'avenir consiste à capter encore une fois l'époque toujours davantage et à faire en sorte que eh bien, le Puy du Fou invente des nouvelles façons de raconter ces histoires, de mettre en scène non pas le spectacle mais le spectateur lui-même pour l'immerger toujours davantage dans son histoire d'une manière là encore légendaire. Et finalement, avec cet imaginaire, on peut aller extrêmement loin et les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'aller encore beaucoup plus loin. Et quand vous en parlez avec Philippe de Villiers, votre père, est-ce qu'il est surpris quand même qu'on en soit là aujourd'hui? Je crois qu'il faut lui poser la question à lui. Oui, mais il vous en parle. Mais bien sûr, je crois qu'il est souvent très surpris des chemins que nous prenons. Mais ce qui compte, c'est que ces chemins soient à la fin couronnés par le succès. Oui, ce qui est le cas et ce qui continuera, j'en suis convaincu, Nicolas de Villiers, à en croire le nombre des visiteurs chaque année. Je crois qu'il y a plus de 2 millions chaque année. Près de 3 millions de visiteurs. 3 millions, et ça ne fait que commencer. Eh bien, continuez ainsi et puis offrez-nous des rêves dont nous avons bien besoin. Merci infiniment. Merci Nicolas de Villiers. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour
pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.